Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère. Et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien cette semaine et que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je souhaite vous parler du monde du livre en France. Et pour cela, j'aborderai une loi sur le prix unique du livre, vous expliquerai ce que sont le prix Goncourt et la rentrée littéraire. Mais, comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. Réguler, c'est assurer le fonctionnement correct. Restreindre, c'est un synonyme de limiter. Protectionniste, c'est quelque chose qui est relatif au protectionnisme, système consistant à protéger l'économie d'un pays contre la concurrence étrangère par différents moyens. Une obligation d'État. L'obligation d'État est un contrat à travers lequel l'emprunteur, l'État émetteur de l'obligation, s'engage à rembourser le prêteur, détenteur de l'obligation, dans le respect des échéances déterminées à l'avance. Nuire, ici, cela signifie constituer un danger. Entrons maintenant dans le vif du sujet. En France, il existe plusieurs particularités liées au domaine littéraire. Je commencerai par raconter l'histoire de la loi Langue, celle du prix unique du livre. La loi Langue, officiellement la loi numéro 81-766 du 10 août 1981, a été mise en place en France pour réguler le prix des livres. Cette législation, nommée ainsi d'après Jack Lang, alors ministre de la Culture, vise à établir un tarif uniforme pour les livres neufs afin de restreindre la concurrence et de préserver l'industrie du livre, tout en encourageant la pratique de la lecture. Selon les mots de Jack Lang, le prix unique du livre doit permettre l'égalité des citoyens devant le livre, qui sera vendu au même prix sur tout le territoire national, le maintien d'un réseau décentralisé très dense de distribution, notamment dans les zones défavorisées, le soutien au pluralisme dans la création et l'édition, en particulier pour les ouvrages difficiles. Selon cette loi, le prix d'un livre neuf en vente en France doit être déterminé de manière fixe par l'éditeur, et cette information doit figurer sur la couverture du livre. Néanmoins, les vendeurs ont la possibilité d'appliquer une réduction pouvant atteindre jusqu'à 5% du prix initial du livre. Avant cette loi, il existait un accord du monde de l'édition sous la forme d'un prix conseillé établi par l'éditeur, que les libraires étaient libres de suivre ou non. Aujourd'hui, par conséquent, en France, que vous achetiez un livre en librairie, au supermarché ou sur Internet, le prix sera toujours le même. Bien sûr, cette loi a été l'objet de vives controverses en raison de la limitation de la liberté commerciale, déclenchant ainsi de nombreuses batailles juridiques. Les critiques la considèrent souvent comme une mesure similaire à une restriction quantitative, interdite par l'article 30 du traité instituant la Communauté européenne, ce qui en fait une politique protectionniste prohibée, interdite par l'Union européenne. Malgré cela,
la Cour de justice de la Communauté européenne a régulièrement validé cette loi, bien que son application ait nécessité des ajustements. Une telle loi existe-t-elle dans votre pays ? Abordons maintenant le thème du prix Goncourt. Le prix Goncourt, instauré en 1892 par Edmond de Goncourt, à travers son testament, honore les écrivains francophones. L'Académie Goncourt, également connue sous le nom de Société littéraire des Goncourt, est établie officiellement en 1902 et le premier lauréat du prix Goncourt est annoncé le 21 décembre 1903. Chaque année, au début de novembre, l'Académie Goncourt attribue son prix après 3 étapes de sélection, les 2 premières se déroulant en septembre et octobre. Les romans publiés dans l'année sont ainsi évalués. Ce prix, l'un des plus anciens et des plus prestigieux en France, est décerné depuis des décennies. Entrons plus en détail dans l'histoire de ce prix. Les frères Goncourt décident que leurs biens seront liquidés après leur décès, avec les fonds placés pour générer des intérêts utilisés par leur Académie Goncourt. Cette somme est destinée à rémunérer 10 auteurs à hauteur de 6 000 francs heure par an, assurant ainsi un revenu stable à vie pour les académiciens. De plus, un prix annuel de 5 000 francs heure est établi. Attention, je vous parle en monnaie de l'époque. Cependant, pour être reconnue d'utilité publique, l'Académie Goncourt doit placer ses fonds dans des obligations d'État, considérées comme sûres, mais peu rémunératrices. Malheureusement, ces obligations ne sont pas indexées sur l'inflation, ce qui entraîne leur dévalorisation progressive, avec les dévaluations successives dues à la Première Guerre mondiale et à la création du franc Poincaré en 1928. En conséquence, la valeur du portefeuille obligataire diminue au fil du temps, impactant les montants des rentes et du prix attribués par l'Académie littéraire. En 1962, cela aboutit à une somme de 50 nouveaux francs. Depuis octobre 1914, les 10 membres de l'Académie Goncourt se réunissent au restaurant Drouan, rue Gaillon, dans le 2e arrondissement de Paris, chaque premier mardi du mois. Le prix est attribué début novembre. Si, après 14 tours de scrutin, aucun lauréat n'est élu, le président a une voix double pour déterminer une majorité de vote. Il est stipulé que le prix ne peut être décerné qu'une seule fois à un même écrivain. J'en arrive justement à cela afin de vous parler d'une exception qui a eu lieu. Romain Gary, l'auteur de La vie devant soi, a obtenu ce prix 2 fois. Mais comment a-t-il fait ? En 1956, il reçoit le prix Goncourt pour son roman Les racines du ciel. Jusque-là, tout va bien. En 1975, Émile Ajar, écrivain mystère, provoque la surprise en décrochant le prix Goncourt pour La vie devant soi. Une récompense qu'il refuse pourtant 3 jours plus tard. On ne le sait pas encore, mais Émile Ajar est en réalité Romain Gary. Le 2 décembre 1980, au moment où Romain Gary se suicide en se tirant une balle dans la bouche, la véritable identité d'Émile Ajar éclate au grand jour. Dans son testament, Gary révèle qu'il est en fait l'auteur derrière le pseudonyme Émile Ajar, lauréat du prix Goncourt en 1975 pour La vie devant soi. Cette révélation surprend le milieu littéraire qui avait été dupe. Personne, pas même un membre du jury du prix Goncourt, n'avait soupçonné
la supercherie. Romain Gary avait en effet demandé à son neveu, Paul Pavlovitch, de jouer le rôle d'Émile Ajar devant les médias, créant ainsi une illusion parfaite. Il a ainsi réussi à recevoir ce prix 2 fois, chose qui ne s'est jamais répétée. Enfin, je souhaite vous parler de la rentrée littéraire. Vous connaissez sûrement la rentrée scolaire et ses hordes de fournitures à acheter, les ouvrages de mathématiques, anglais et autres matières scolaires. Cependant, dans le domaine du livre, il s'agit d'un des moments les plus importants de l'année. Si vous entrez dans une librairie française à partir de la mi-août et pour un mois et demi, vous risquez d'être fort surpris par le nombre de romans inédits que vous trouverez en vitrine et sur les tables. Si vous regardez attentivement, vous apercevrez des affiches indiquant rentrée littéraire 2024-25. La question que vous vous posez est alors, mais qu'est-ce que la rentrée littéraire? Chaque année, c'est la période à laquelle les écrivains débutants, mais aussi les confirmés, publient un nouvel ouvrage. À honneur de la vérité, il y a aussi une autre rentrée littéraire en janvier, mais plus petite. Pourquoi je dis plus petite? Tout simplement car le nombre de livres édités en cette période se révèle impressionnant. De 400 à environ 650 nouveaux romans sont publiés. Il peut s'agir d'un premier roman qui, s'il devient un succès, permettra à son auteur de se faire connaître, ou de la nouvelle œuvre d'un écrivain ayant déjà ses lecteurs assidus. Pour les éditeurs, les libraires, mais aussi les amoureux du livre, il s'agit d'un moment très attendu, étant donné qu'il offre l'occasion de découvrir de splendides récits. D'un autre côté, on peut se demander si l'excès de publication ne nuit pas au plaisir de la lecture. Comment faire pour trouver son bonheur parmi tant de choix? En outre, le risque n'est-il pas de passer à côté d'une découverte? Si vous découvrez aujourd'hui cette caractéristique du monde romanesque français, qu'en pensez-vous? Et pour terminer avec une autre question, avez-vous un roman francophone préféré? Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez trouver la transcription sur mon site. Je vous laisse le lien dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour commencer un tour des régions françaises.